Alors, bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. 1 heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Dans cette section de l'émission, à l'animation, c'est Pierre Pajot. Et aujourd'hui, je rencontre François Lévesque. Bonjour, François. Bonjour, Pierre. François, vous le connaissez, critique de cinéma au journal Le Devoir. Et on le rencontre pour parler en particulier, surtout, d'un livre qui s'appelle Histoire S, de film S. Mais je voulais commencer. Un premier film qui t'a marqué dans ta vie, qui a presque créé de toi rapidement un cinéphile, mais non, mais sérieusement, un film qui... Mon premier souvenir d'un film là, marquant, j'avais 5 ans environ. Ma gardienne avait, reçu la visite de son copain, ce qu'elle n'était pas supposée faire, et ils avaient loué le film d'horreur Le Loup-garou de Londres, An American Werewolf in London. Et mon grand frère et moi voulions voir le film. Ben oui. Et donc, on a fait un peu de chantage. On leur a dit, on ne dira pas à nos parents que le chum est venu, si vous nous laissez regarder le film. Et pour moi, ça a été un moment charnière. C'est un bon film. C'est un assez bon film. Oui, c'est un bon film de John Landis. Tout le volet, c'est une comédie d'horreur. En fait, tout le volet humour m'a complètement échappé. J'étais trop jeune. Mais le volet onirique m'a complètement subjugué. Et ça a été vraiment la naissance d'une passion. Ça a commencé, évidemment. J'ai continué avec les films d'horreur parce que c'est tout ce que je connaissais. Mais très, très vite, mes horizons se sont élargis, notamment avec la découverte d'Hitchcock à la télévision plus tard. Je viens d'une petite ville, Sainte-Terre, en Abitibi, donc j'étais un peu à la merci de ce qui passait à la télévision pour développer ma cinéphilie à l'époque et ensuite avec le club vidéo. Mais j'ai eu beaucoup de chance quand même. Le club vidéo, quand même, ça a été longtemps malgré tout. Mais aujourd'hui, même eux ont disparu. Et donc, c'est ça. Oui, c'est bien. Mais on sait aussi que, en gros, François, j'ai lu un de tes romans. Et il y en a un dernier que tu as publié, il paraîtrait qu'il est très bon, mais je ne l'ai même pas trouvé à ma bibliothèque de Tremblant. Mais j'avais lu, parce qu'il faut savoir qu'aussi, François est romancier, est écrivain. Sa plume de critique aussi est assez exceptionnelle. Et donc, le roman que j'avais lu de toi, c'était aussi un roman... d'horreur, en tout cas. Oui, c'est dans ces eaux-là que je navigue. Mais avec un contexte qu'on te crée, là, il y a souvent des allusions au cinéma dans mes romans, oui. C'est prévisible, etc. On a les passions qu'on a. Ben oui. En lisant ton introduction aussi à 2-3 choses, j'ai retenu. Bon, d'une part, je me suis écrit ça, Keel et Bird, parce que oui, t'avoues d'emblée une admiration pour ces deux critiques-là. Et oui, Pauline Kael, c'est quelqu'un qui a marqué. Bien avant toi, là, au Devoir, il y a un gars qui s'appelait André Leroux, que moi j'ai bien connu, j'ai même engagé pour enseigner le cinéma au Collège Antique. Et il y en a qui l'ont critiqué, mais André, pour moi, était un bon critique. Et André, quand il me parlait de Pauline Kael, écoute, les yeux... pleurait, là. C'était comme aussi... Elle a un style exceptionnel. J'ai quelques-uns de ses recueils. Ses jugements. Oui. Même quand on n'est pas d'accord, ce qui survient dans la critique, c'est tellement subjectif, mais son style est toujours tellement unique, admirable et, comment dire... c'est des fulgurances. C'est inimitable. Et oui, donc parfois, je feuillette son recueil, je lis quelques critiques. En lisant ton ouvrage, à l'occasion, elle est citée. Oui, quelquefois. Quelquefois, Pauline Kael est citée. Dans mon jugement, à moi, c'est... Ebert aussi, Ebert qui était aussi un gars, lui plus nuancé peut-être. Oui, plus nuancé, très. Mais sa grande popularité a un peu fait ombrage parfois au fait qu'il avait une excellente plume lui aussi et une érudition assez remarquable. Oui. Moi, je l'ai vu une fois à Cannes, imagine, j'essaye de rentrer, puis des gardes me viennent, puis ils me tassent dans un grand coup de coude. Ebert il poussait en chaise roulante. Moi, c'est la seule image vraie que j'ai vue de Ebert. Je l'ai vu à la TV, évidemment. Oui. Et là, j'en revenais pas, parce que c'est comme, hey, il est handicapé, mais lui, il est à Cannes, là, il veut aller voir le film. Moi, ça m'a marqué. J'ai dit, hey... le géant vulnérable, mais qui est encore aussi passionné. Il est aussi passionné. Voilà le mot qui m'a retenu.
Puis, il y a une autre affaire aussi, à un moment donné, j'aime ça, c'est... tu parles d'un film, là, Romy, puis il y a quelqu'un au devoir qui t'aurait écrit... Là, que, Romy and Michelle's High School Reunion. Puis il y a un gars, un lecteur qui t'a dit que tu fais du Shotland, puis tout ça. Puis tu dis, moi, t'as comme un petit coup de cœur, une petite montée de lait, là, je sais pas trop, là, tu dis, je compte cette condescendance. Puis quand on regarde tes choix de films, on va y arriver plus concrètement, c'est vrai. Parce que dans tes choix de films, là, ça s'appelle Histoire de film, là. Il y a toute une série de films. Je n'ai pas compté exactement. Il y en a 30, 40, là. Ah, il y en a plus qu'une trentaine, plus tous les textes antérieurs qui sont en bonus, en annexe. Là. Il doit y avoir plus d'une quarantaine de textes en tout, j'imagine. Là. Et la majeure partie de l'ouvrage qui sont des textes issus de la série a posteriori le cinéma, comme je le précise dans l'avant-propos, il s'agit de versions augmentées, bonifiées, toutes. Ah, oui, donc, ce qui est dans le livre n'est pas sur le site du Devoir. C'est des versions augmentées. Ah oui, souvent c'est très augmenté. Ouais. Juste de mémoire. Et j'allais dire une chose qui pourrait surprendre, bon, un critique du Devoir, là, du journal, le pin-up un peu, là pour l'élite, mais tes goûts tellement sont... pas. Non. Des images, tu sais, des perceptions. C'est comme en politique, des perceptions. Il y a des idées reçues qui ont la ça. vie dure. Mais tu sais, c'est remarquable comment... Je regardais tes choix de films, tu sais, c'est comme... Bon, évidemment, avec l'horreur aussi, Halloween, mais tu sais, Groundhog Day, Suspiria, Jurassic Park. Écoute, j'en revenais pas, c'est comme Titanic, tu sais. Oui, les 25 ans de Titanic, on ne peut pas passer à côté. Oh, non. Puis, je précise, il y a Délivrance, il y a tout un tas de films. Chocolat, Claire Denis, c'est très, très, très éclectique. Puis, je précise qu'il y a certains films qui s'imposaient, qui étaient incontournables, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il s'agit de certains de mes films favoris. C'est pas ça le thème de l'exercice. Non, c'était... Puis c'était bien aussi, parce que je me suis mis à côté classique, bon... Tu sais, le chant discret de la bourgeoisie, un Buñuel qui arrive au milieu de ça. Écoute, le Quai des Orfèvres, moi j'ai vu ça, j'étais un vieux. Ça, c'est un de mes films préférés. oui, mais c'est bon aussi. Ouais. Moi, je l'ai revu, je l'avais vu il y a longtemps, puis je l'ai revu, puis quand je l'ai revu. Mais Clouseau aussi, il va falloir le dire un jour. Clouseau, c'est vraiment une science incroyable. Quand tu fais sa liste des films, de quelques films qu'il a fait, avec Clouseau, là, on dit toujours la France, Renoir. Mais tu sais, dans les vieux cinéastes... Clouseau le Corbeau, Quai des Orfèvres, Les Diaboliques, Le Salaire de la peur. Les Diaboliques, Le Salaire de la peur, c'est un classique aussi, c'est incroyable. En tout cas, donc, etc. Mankiewicz, Muir, écoute, ça n'en revenait pas. J'ai dit, t'es allé chercher... Moi, je suis ça aussi, c'est un de mes films préférés. Ah, ben oui, mais c'est... Il y en a quelques-uns de mes préférés, quand même. Non, mais c'est le fun, parce que, tu sais... Je te rappelle, moi, je suis vieux, puis je disais que non, t'es un jeune, toi. Et là, c'est comme, ben oui, mais t'as le droit aussi d'aller fouiller dans Ludwig, etc., Donc, c'est comme... juste un petit mot sur The Ghost and Mrs. Muir, c'est que Jean Tierney est une de mes actrices favorites, notamment à cause de ce film-là et à cause de Laura. Ah oui. Puis elle avait... Je l'admire aussi parce que... elle avait beaucoup de tempérament et à l'époque, elle avait fait quelque chose qui était rarissime. Elle avait résisté aux demandes des studios de subir de la chirurgie esthétique, notamment pour corriger ses dents. Et ça, j'ai toujours trouvé ça assez formidable de sa part parce que la pression exercée par les studios devait être insoutenable. Et donc, beaucoup d'admiration pour elle et pour ses choix de films, notamment celui-là, de Ghost and Mrs. Muir, qui est absolument fabuleux. Et en faisant les recherches pour ce film-là, comme pour plusieurs d'autres, on découvre plein de choses sur la production du film, sur le contexte, l'époque où il a été fait, mais aussi, dans ce cas-ci, j'avoue, je connais le film par cœur, mais je ne savais rien de l'autrice du roman original, qui l'a écrit sous un pseudonyme masculin, et c'est tout à fait dans l'esprit du propos du roman et du film. Donc, moi-même, je me paie la traite là, dans ces exercices-là, dans ces analyses-là, dans ce que je découvre moi-même comme cinéphile. Je vois que tu n'as pas le mot autrice. Moi, c'est pas un mot que j'aime, mais je vais le respecter. Mais c'est que, non, je trouve ça laid, le mot autrice. Mais écoute... No way, pas de problème. Mais c'est que aussi, quand tu arrives à Matrix, là, tu m'as jeté à terre. Comment ça? Ben, les deux auteurs de Matrix, moi, j'ai toujours été convaincu que c'était deux gars.
Et là, tu arrives avec les autrices. Ben, c'est 2 femmes trans. Ben oui. Oui. Oui, mais moi, Lily c'est toi. et Lana Wachowski. En lisant ton ouvrage, j'ai, parmi les nombreuses choses que j'ai appris, là, mais c'est un détail, mais Ah ben oui, elles ont effectué la transition il y a quelques années. Et oui, voilà, c'est Lily et Lana Wachowski, les sœurs Wachowski. Voilà. Et Matrix, c'est aussi un film assez dans la veine que tu aimes en général. Matrix, je pense qu'on peut dire que c'est un de ces films pour lesquels il y a un avant et un après. La mise en scène de ce film-là, certaines des techniques visuelles développées pour ce film-là étaient complètement novatrices et ont été abondamment imitées par la suite. C'est pour ça, je pense qu'on peut dire qu'il y a un après. Okay. Donc, c'est un film charnière. Qu'on l'aime ou pas, là, il y a des techniques vraiment novatrices dans ce film-là, à profusion. Il y a un look aussi qui a été beaucoup imité. Comme mais auparavant, Blade Runner, tu sais, qui a un look très influent. Il y a 2 autres films, j'allais te citer Blade Runner puis 2001. Donc, tu parles aussi de 2001. Et aussi, c'est important que tu en parles, 2001. Et tu sais, parenthèse, hein, 2001, 1968, moi, j'y étais. Hein, c'était un film en cinérama. Hein. Ah, ça devait être fabuleux d'y être. Moi, dans mes grandes expériences cinématographiques de ma vie, c'est de voir. Ils l'ont refait là, il y a quelques années, mais c'était... Cinérama, c'est un écran à 180 degrés. Là. Il y a 3 projecteurs, 3 35 mm. Et la première fois, je l'ai vu, j'étais mal assis. La deuxième fois, j'ai choisi mon billet pour être placé. Là. Milieu. Mes chers amis, écoute, les eaux qui partent dans les airs, là, quand tu vois ça à 180 degrés, avec le son, là, il disait que c'était un trip, t'emploies le mot aussi pour parler de trip. It was a trip. It was really a big trip. Oui, puis l'espèce de voyage psychédélique vers la fin du film, ça devait être quelque chose en cinéma aussi. Et j'ai donc dit qu'il y a une belle variété de films à la fois. Des films québécois, il y a La vraie nature. Oui, et Micheline Langto a été très, très généreuse de m'accorder une entrevue pour se souvenir de La vraie nature de Bernadette. Ça a été un bonheur de parler à Mme Langto, qui, comme d'habitude, était hyper intéressante. Toujours. Et oui, La vie rêvée de Mireille Dansereau, autre film charnière, il fait partie des inédits dans l'ouvrage. Je devais le publier dans le journal dans le cadre de la série, mais contretemps, maladie m'a empêché de le faire. Mais donc, avec la publication de l'ouvrage, j'ai pu y remédier et lui redonner sa place. Le fait de placer La vie rêvée dans l'ensemble des autres films aussi, tout à coup. Tu sais, ce choix-là que tu le fais, là, ça aide le film, comprends? Moi, je trouve que ça lui donne une notoriété. J'étais content aussi de pouvoir le remettre en lumière à mon tour. Puis notamment, un des aspects que j'aime de cette série-là, c'est que ça me permet de faire beaucoup de recherche. J'adore faire de la recherche. Ouais. Et dans le cas de La vie rêvée, j'ai trouvé toutes sortes d'entrevues d'époque que Mme Dansereau a accordé, notamment à la défunte publication Take One, et ses propos étaient absolument fascinants et éclairants par rapport à sa démarche et par rapport aussi à son état d'esprit lors de la sortie du film à l'époque. Ça, tomber là-dessus, ça n'a pas de prix. Et les remettre justement en lumière dans le cadre d'une analyse comme ça, je trouve ça intéressant parce que ça donne aux gens une idée de qu'est-ce qu'elle avait en tête à l'époque, la créatrice du film, là. Ça va me permettre vraiment d'y aller quelques fleurs. En tout cas, moi, ce que je trouve très intéressant, et bon, on pourrait parler des choix des films, mais c'est la recherche. Moi-même, j'étais un universitaire, un prof d'université, et je suis très impressionné. Là. J'en ai noté une ici, page 277, c'est Choosing Silence, Defiance and Resistance Without Voice, and Jane Campion de piano. Bon, je suis de celle-là, là, je pourrais en citer 50 autres. Tu vas chercher souvent des références en anglais, mais il faut dire que je les traduis toutes. Souvent dans les études cinématographiques américaines, en particulier le gender studies et moi, j'ai fait ça, j'ai fait des thèses aussi à l'université
d'être capable d'aller chercher des fois des petites références très pointues, très peu connues, mais qui viennent vraiment éclairer. Moi, en tout cas, ça m'a éclairé dans plusieurs cas pour plusieurs films. Tu as fait un travail énorme vraiment, là, je présume que tu as fait ça avec grand plaisir. Oui, avec grand plaisir. Je confirme que ça a été un travail énorme. Et oui, ça a été fait avec grand plaisir. Moi aussi, quand j'ai fait des recherches, des publications, de trouver des fois des articles, des textes et de compléter... c'est un tableau, là, mais tout à coup, il faut qu'il y ait un ajout de couleur ou de quelque chose et c'est vraiment très, très complet. Il y en a que c'est des dossiers complets, certains films. Je ne sais pas si j'ai noté le nombre de pages, mais il y en a que c'est vraiment long. Écoute, de piano, c'est incroyable tout ce que tu as trouvé. Le cabaret, on n'a pas dit, mais Godfather. Il y a des anecdotes que je savais sur Godfather, mais il y en a d'autres que je ne connaissais pas. Mon but, c'était que des cinéphiles pointus comme toi, par exemple, ils trouvent leur compte et pas l'impression de se faire régurgiter ce qu'ils savent déjà depuis longtemps et que madame, monsieur, tout le monde qui sont des cinéphiles comme ça du dimanche, ils trouvent également leur compte et ne soient pas surchargés de données trop théoriques et ils trouvent leur compte aussi. Je voulais vraiment que tout le monde se rejoigne. C'était le but. Et comme je te dis, moi, j'ai lu la référence en anglais, mais c'est pas si nécessaire. L'important, c'est le bout que tu as trouvé et le bout que tu cites et que je lis, et en français, bien sûr. Il est en français dans le texte. Ben oui, bien sûr, toujours. Et c'est ça qui est vraiment extrêmement... C'est très, 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 très intéressant. Et encore une fois, je pense que, comme tu dis un peu dans ton introduction, au moment où aussi il y a eu la pandémie et les gens cherchent des références pour les films qui sont accessibles malgré tout maintenant sur certaines plateformes, bien, ton ouvrage vient aider. Et puis, la série, a posteriori, le cinéma se poursuit. Par ailleurs, ça n'a jamais arrêté. Et donc, on a décidé, comme ça va bien, on a décidé de faire un tome 2. Tome 2? Tu as le scoop. Bon, ben, écoute, je vais lire et je vais t'inviter à nouveau, très certainement. Donc, j'étais avec François Lévesque pour un livre qui se nomme Histoire S, de film S, qui était chez Somme toute le devoir. Et encore une fois, un ouvrage, je vous recommande, très accessible et sur une série de films dont plusieurs vous connaissez et que ça vous intéresse de compléter votre regard.